Ce n'est pas évident de poster une première vidéo sur une nouvelle chaîne qui cherche à analyser les images de jeux vidéo, et particulièrement la manière dont elles croisent des enjeux hérités du cinéma avec leurs propres spécificités médiatiques. Vous savez, la fameuse et très vague interactivité. Bon, on n'apprendra rien à personne en disant qu'il existe en fait plusieurs manières d'interagir avec ces images, et que ce sont ces variations qui sont intéressantes. Mais voilà, des jeux qui empruntent au code du cinéma, il y en a beaucoup. Mais en me demandant par lequel commencer, la réponse est finalement venue avec une certaine forme d'évidence. Resident Evil. On ne présente plus la saga développée par Capcom, sur laquelle on aura sans aucun doute l'occasion de revenir plus tard du fait de sa capacité à constamment muter et réinventer son rapport à la mise en scène et aux images. Mais difficile de ne pas revenir sur le premier épisode, pionnier du genre Survival Horror en 1996, et de s'interroger sur la manière toute particulière qu'il a de produire de la peur chez le joueur. Parce que bon, ça aussi ça fait peur. Mais on voit bien que ça ne fait pas peur de la même façon, ni avec les mêmes outils. On y reviendra d'ailleurs sur celui-là. Pour l'heure, concentrons-nous sur le jeu de Capcom, en tout cas son remake, parce que l'original ça pique un peu les yeux, afin de poser les bases d'une méthode visant à analyser aussi bien les images que le degré de contrôle que nous avons sur elles, afin de voir comment tout cela participe de l'effet produit par une œuvre qui se joue tout autant qu'elle se regarde. Bienvenue sur cette chaîne d'analyse vidéoludique, bienvenue dans l'œil du jeu. Bon, on le sait, Resident Evil n'est pas le premier jeu d'action-aventure à avoir opté pour un environnement en 3D découpé en simili-plans de caméra. Dès 1992, le français Frédéric Reynal avait ouvert la voie avec Alone in the Dark, édité par Infogrames, qui reposait déjà sur ses mécaniques et cette façon de penser l'espace pour le restituer aux joueurs. La presse de l'époque ne s'y était d'ailleurs pas trompée, puisqu'elle a régulièrement pointé la dimension cinématographique du titre, ce que confirme d'ailleurs encore notre regard contemporain, au-delà du côté désuet des graphismes en polygones. Mais il y a pourtant une différence majeure entre Alone in the Dark et Resident Evil. Le premier n'a en fait pas du tout été pensé pour faire cinéma, et sa mise en scène s'accordait plutôt à des exigences de gameplay, comme Reynal l'a lui-même plusieurs fois expliqué. En revanche, Shinji Mikami, le créateur du second, avait vraiment pour sa part l'ambition de rendre hommage à tout un pan du cinéma d'horreur, celui de George Romero en tête. Et cela s'incarne en fait dans le traitement du cadre et du découpage, bien plus que dans l'approche graphique du jeu, même si évidemment le remake fait un peu plus cinématographique. Un bref exemple. Pour une séquence similaire, une créature qui surgit par une fenêtre pour nous attaquer, il est évident que le premier jeu cherche avant tout à donner au joueur une visibilité d'ensemble pour lui permettre d'affronter l'ennemi dans de bonnes conditions. C'est pour ça que le monstre arrive du fond du cadre et que son entrée paraît si peu dramatisée. Là où dans le deuxième, il s'agit vraiment de prendre le joueur par surprise en projetant son regard dans la profondeur du champ, on suit notre avatar qui s'éloigne, et en faisant surgir l'ennemi en premier plan pour produire un véritable jumpscare, figure imposée du cinéma d'horreur depuis au moins 1942. Du coup, quand le remake s'amuse par la suite à ajouter des cadrages vus depuis l'extérieur d'une fenêtre, difficile d'empêcher un frisson de nous parcourir la colonne vertébrale. Et soit dit en passant, on voit bien qu'il s'agit ici d'un traitement très cinématographique. À quel moment avoir un cadre de fenêtre qui obstrue la vision du joueur apparaît comme une bonne idée de level design. Ici, le seul objectif est de donner l'impression que le personnage est observé, épié dans ses moindres faits et gestes. La preuve, la même image sans la fenêtre ne produit pas du tout le même effet. Mais revenons un peu en arrière, car c'est une séquence particulière qui retient mon attention ici, et qui me paraît vraiment intéressante à analyser en ce qu'elle cristallise tous les enjeux de mise en scène à venir. Il s'agit de la première rencontre avec un zombie. Ce n'est sans doute pas la séquence la plus originale, et on pourrait même aller jusqu'à dire que c'est l'une des plus célèbres et les plus commentées, au point d'être devenue emblématique du premier jeu. Mais peut-être est-ce en vertu de cette évidence qu'il m'a semblé intéressant d'y revenir, parce qu'en réalité, si tout le monde la connaît, il me semble qu'elle recèle encore des secrets que l'analyse pourrait permettre de révéler. Elle arrive très tôt dans le jeu, on se familiarise à peine avec les contrôles un peu rigides de notre avatar que l'on est amené à franchir une porte qui donne sur un couloir. Première chose que l'on peut remarquer ici, c'est l'étrangeté d'un cadrage qu'on imagine mal trouvé dans un film, à part si l'on veut insister sur la beauté du plancher. Pour autant, cette position de la caméra n'est pas sans effet. La plongée zénitale provoque immédiatement un sentiment d'oppression et permet par la même occasion de masquer les deux côtés du couloir dans lequel nous venons de pénétrer. Par ce choix, il s'agit de produire une sensation d'incertitude, sans doute identique à celle du personnage que l'on incarne. De quel côté aller ? Bien évidemment, l'ambiance oppressante du manoir participe de l'angoisse suscitée par ces deux options possibles. Le gameplay est ici au service du hors-champ, moteur d'un suspense de type cinématographique. Si nous partons sur la droite, un changement de cadre révèle un long couloir inquiétant qu'il est évidemment possible d'explorer, même si en le faisant on s'aperçoit que toutes les portes sont condamnées. Mais un réflexe assez naturel sera de se retourner pour s'assurer de ce qu'il y a de l'autre côté du couloir avant de prendre une décision. Et de ce côté gauche, la distance à parcourir est bien moindre pour arriver à l'issue du couloir et ouvrir sur un autre espace, éclairé par une fenêtre, un peu plus engageant que le précédent, toute proportion gardée.
Ce qui est intéressant, c'est que la main a été donnée au joueur quelques minutes auparavant, et qu'il sait désormais que c'est son déplacement qui détermine les changements de cadre. On comprend dès lors que l'on pourra aisément révéler cette zone hors champ en se déplaçant de quelques mètres. Et c'est là que le génie de Mikami se révèle. Si l'on choisit de se déplacer dans cette direction, il y a un bref instant un peu bizarre où le personnage est censé voir ce qu'il y a de l'autre côté du mur, mais où le joueur est privé de cette vision, le cadre restant immobile. On refuse de nous montrer immédiatement ce que notre avatar est censé voir, parti pris qui reviendra à de nombreuses reprises dans le jeu, ce qui pourrait paraître bizarre d'un point de vue de gameplay, mais qui s'explique à la fois par ce que Mikami souhaite faire ressentir au joueur, soit une forme d'appréhension vis-à-vis d'un hors-champ menaçant, mais aussi sur le plan de la restitution de l'état d'esprit du personnage à ce moment. On le comprendra dès lors que l'on fera un pas vers ce hors-champ, il y a bien quelque chose que le personnage voit à ce moment, mais tout se passe comme s'il n'acceptait pas vraiment ce qu'il voyait, comme si l'information refusait de monter jusqu'à son cerveau. Car le plan suivant révèle un corps penché sur un autre, clairement en train de s'adonner à un acte cannibale. Le célèbre gros plan qui s'ensuit permet alors d'une part d'insister sur le visage décharné de cette créature que l'on identifie immédiatement comme un zombie, mais il nous place également directement dans la tête du personnage et restitue la manière dont il intègre cette information. Car le gros plan a cette particularité au cinéma d'évacuer du champ de la représentation tout ce qui entoure l'objet ou le sujet que l'on filme. Ici, le gros plan donne le sentiment que rien d'autre n'existe en dehors de ce visage terrifiant qui occupe tout l'espace mental et perceptif de l'avatar. Cette prise de conscience passe donc par deux phases. La résistance initiale à ce que l'on découvre avec horreur, puis le moment où on ne peut plus échapper à cette sordide réalité, au point où elle éclipse tout le reste. Le plan suivant, qui nous redonne le contrôle sur le personnage, participe de la même idée. Alors que l'on recule pour regagner le couloir, la créature reste un instant hors champ, procurant à nouveau une sensation d'incertitude, celle-là même que le personnage doit sans doute ressentir. Comment ce monstre se déplace-t-il? À quelle vitesse? Est-il imprévisible? Tout cela est contenu dans ce bref instant de hors champ, où toute l'angoisse du jeu à venir est annoncée. En l'espace de quelques plans, Mikami parvient non seulement à nous effrayer, mais surtout à nous faire partager le ressenti d'un personnage qui n'est pourtant a priori qu'une marionnette soumise à notre bon vouloir. Les rôles s'inversent ici, et c'est le joueur qui devient la marionnette du game designer, impuissant face aux menaces inconnues du manoir Spencer, du fait de la limitation de son champ de vision, des menaces auxquelles il devra se confronter chaque fois avec la boule au ventre, exactement comme le personnage qu'il incarne, un personnage qui se trouve donc bel et bien caractérisé, non pas par des choix de mise en scène uniquement hérités du cinéma, mais bien par leur conjugaison savante et ingénieuse avec des choix de game design. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à réagir dans les commentaires. La création de cette chaîne s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche à l'Institut universitaire de France, dont tous les détails sont dans la description. Si le cœur vous en dit, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle analyse. Salut!